Mesdames, Messieurs, on m'a demandé de dire quelques mots, et je le fais avec plaisir, évidemment, pour vous accueillir. Madame Alix Etourneau a disparu. Elle n'est pas avec nous. Bon, quelques mots donc, pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. Où est-elle? Ah, la voilà. Vous ne dites pas quelques mots vous-même? Voilà, vous m'avez transmis le flambeau. Alors. Oui, exactement. Bon, en tout cas, il faut vous féliciter, vous-même, et toute votre équipe, et le Huffington Post, d'avoir pris cette initiative absolument extraordinaire. Quand j'ai vu, lu ce que vous aviez imaginé, c'était, j'allais dire, l'accomplissement d'un rêve. Si, réunir ces personnalités, ces militantes, ces femmes qui incarnent des combats multiples dans tous les domaines de la vie. Est-ce que le micro marche? Je ne sais pas. Ça marche. C'est un exploit et c'est en même temps une nécessité. Pendant cette journée, les femmes que vous êtes, quelques hommes par-ci, par-là, d'autres nous rejoindront, se rencontrer déjà, dialoguer, se parler, échanger des expériences. Et je suis depuis longtemps convaincu, ici en France ou ailleurs, que les femmes sont une grande partie de l'avenir de nos sociétés. Et les combats qui ont été menés dans les 3 pays du Maghreb à différents moments de l'histoire du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, ont été des combats décisifs. Je ne vais pas raconter une histoire ou des histoires que vous connaissez mieux que moi, mais pour avoir la chance de connaître des militantes, des artistes, des créatrices, je suis chaque fois saisi par le sentiment de reconnaissance, d'admiration pour tout ce que vous entreprenez, pour tout ce que vous imaginez. Donc, bienvenue et vous honorez cette maison. Je suis très heureux, Madame la Présidente, que ait lieu cette belle journée sur les femmes maghrébines. Et j'ajouterai, mais peut-être que là, je suis en train de faire de la politique, ce que je ne veux pas faire, c'est que ce rêve du Maghreb, qui a été longtemps, notamment dans les luttes anticoloniales. Moi, je suis né, avec beaucoup d'autres, de l'époque où nous luttions aux côtés du peuple algérien, du peuple tunisien, du peuple marocain, contre le colonialisme. Et en ce temps-là, l'idée même du Maghreb était une idée belle. Elle reste belle. Une idée révolutionnaire. Et c'est certain que si un jour on parvient à établir ces ponts, à réunir ces 3 grands pays, ce serait un changement fabuleux. Mais vous le réalisez, ce Maghreb, aujourd'hui, cet après-midi, déjà. Vous êtes le Maghreb en mouvement, et le Maghreb de la liberté, le Maghreb de la dignité, le Maghreb du courage, le Maghreb de la création, de l'imagination. Bon, j'arrête parce que je suis pris par mon propre discours. Merci beaucoup. Et j'ai cru comprendre que c'est Yves Michaud qui est le seul homme parmi vous, qui prend le relais. Merci. Bien, merci Jacques Lang, merci Monsieur le Président. Il reste une chaise vide en attendant que la 5e participante arrive de l'aéroport, Madame Sofia Arkhmis, mais je pense que ça ne saurait tarder puisqu'elle est en route. Alors,
cette première table ronde sur femmes et société civile regroupe 2 sujets qui étaient sur les programmes qui étaient différenciés, mais je pense que en fait le bon sens c'est de les réunir, et c'est pour ça que j'ai demandé à toutes les participantes, aussi bien celles qui s'occupent plus spécifiquement de culture et d'art que celles qui s'occupent plutôt de l'enfance, de participer à cette table ronde directement. Alors donc, encore une fois, je présente très très rapidement, puisque c'est vous qui allez vous présenter, mais je donne au moins les noms et les activités des participantes. Donc, Sophia Akmis, qui n'est pas là et que nous attendons toujours, qui dirige le centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen au Maroc. Ici au centre, en bleu, disons plutôt en bleu, Dalila Nedjem, Algérie, et qui est éditrice, libraire dans la communication aussi, donc je pense qu'elle l'expliquera mieux. En rouge, Olfa Terrasse-Rambourg, qui est au départ une formation de manager plutôt, et qui maintenant s'occupe de la Fondation Rambourg, une fondation qui soutient aussi bien les arts que le patrimoine et que l'éducation aussi. Ensuite, tout de suite à ma droite, Leïla Riahi Gayeb, qui s'occupe de l'enfance et notamment de l'enfance handicapée. Et enfin, en vert, Maroc, décidément c'est très nationaliste, hein, c'est ça, hein, vous m'aidez beaucoup, hein. Et puis en plus c'est formidable, pas d'uniforme, donc on peut pas trop se tromper, hein. Donc, Karima Mkika, qui s'occupe de l'enfance en difficulté, de l'enfant, et pas seulement des enfants qui vivent dans la rue, mais je crois qu'elle nous en parlera. Alors ce que je vais demander à chacune d'entre vous, c'est en quelques minutes, hein, de manière à ce qu'on n'ait quand même pas un tunnel beaucoup trop long d'introduction avant les échanges, en quelques minutes de présenter, disons 5 à 7 minutes à peu près, de présenter ces activités, ce qu'elles font, aussi bien, je dirais, de manière générale qu'à partir d'exemples, hein, si c'est un cas particulier. Je crois que c'est important d'ailleurs que vous utilisiez des exemples, hein, des choses que vous faites très concrètement, plutôt que s'en tenir à la langue internationale, la langue de bois internationale. Et donc présenter d'abord vos secteurs d'activité, et puis ensuite, je dirais, nous élaborerons des questions à partir de ce que vous aurez dit, et puis j'en ai préparé aussi pour vous, comme ça. Alors écoutez, je vais demander tout de suite à ma droite, à Leïla Riahi Gayeb, de parler de son activité. Voilà, à vous, c'est à vous. Alors, moi j'ai commencé mon parcours professionnel dans le domaine pharmaceutique, et après plusieurs années, j'ai pris du recul pour revoir un petit peu mes motivations, et je me suis orientée vers le secteur, le domaine social, en intégrant une association, celle de la ferme thérapeutique de Sidi Thebet, c'est dans le gouvernorat de l'Ariana en Tunisie, donc pas loin de la capitale. C'est une association qui prend en charge des enfants porteurs d'handicaps mentaux, qui essayent d'apporter un plus au niveau de leur prise en charge par rapport à ce qui peut être fourni de façon traditionnelle ou conventionnelle. Sa démarche s'est construite petit à petit. On n'avait pas de manuel en 2007 quand on a commencé cette aventure. Ça s'est fait de façon empirique. Progressivement, on a adopté plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour arriver aujourd'hui à une méthode qui est pluridisciplinaire avec plusieurs intervenants. Nous avons 43 salariés sur le site de la ferme qui fait 7 hectares. Donc nous sommes dans un domaine agricole et nous apportons une prise en charge thérapeutique et éducative à l'ensemble de nos bénéficiaires qui sont cette année au nombre de 80. Cette prise en charge s'est complétée progressivement avec des thérapies alternatives, l'équithérapie, la zoothérapie et bientôt l'art-thérapie. Donc le fait d'associer la culture à l'enfance, ce n'est pas du tout quelque chose de surfait. Vous aviez tout à fait raison d'associer les deux panels. Effectivement, la culture, c'est un vecteur
c'est un moyen essentiel pour traiter de l'inclusion et nous avons fait plusieurs essais. Nous sommes sur un projet pour la concrétisation de cela. À part cela, donc à part tout ce qui est prise en charge thérapeutique, éducative à travers les méthodes conventionnelles et les méthodes alternatives, nous dispensons 4 formations professionnelles pour nos jeunes, pour ceux qui ont plus de 16 ans, pour leur permettre en fait d'entrevoir l'avenir, de se projeter et de retrouver leur place en fait au niveau de la société. Voilà, pour résumer un petit peu nos activités très globalement. Pour faire vivre notre association, je ne sais pas s'il y aura d'autres des questions appropriées. On va peut-être laisser ça pour plus tard. Simplement, moi, je voudrais vous poser la question. C'est un internat. C'est les enfants sont sur place. C'est quel type de handicap? Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ça? Alors, les enfants ne sont pas pensionnaires chez nous. Ils suivent la prise en charge de façon selon un rythme scolaire en fait. Donc, on les ramène le matin, on les reconduit chez eux le soir. On a tenu à maintenir le contact familial dans cette prise en charge parce que c'est essentiel pour leur équilibre, pour leur épanouissement, et le rôle de la famille est indispensable dans cet entretien. En fait, c'est un entretien à 3 parties, et sans cela, c'est fragiliser l'enfant. Donc, on voulait justement garder le contact avec la famille. Et il y a un enseignement scolaire en même temps Pour ceux qui le peuvent, parce que tous ne peuvent pas... C'était la question de la nature des handicaps que je voulais vous poser. Le handicap, c'est un handicap mental, mais on ne fait pas de ségrégation, on ne fait pas de choix. Le seul critère, c'est que l'enfant soit dans la zone en fait, qu'on peut desservir avec nos bus pour pouvoir le ramener au quotidien. Et par la suite, il faut qu'il puisse s'intégrer au groupe, parce que nous travaillons énormément avec une thérapie de groupe. Mais sinon, on n'a pas de choix par rapport à la pathologie que présentent nos bénéficiaires. Nous avons donc des autistes, nous avons des trisomiques, nous avons des personnes qui ont des handicaps légers, moyens, profonds. Le tout, c'est qu'on puisse leur apporter un plus et qu'on puisse les accompagner dans leur parcours chez nous. Voilà. Vous avez été extrêmement concise, mais comme on aura l'occasion d'y revenir, alors maintenant, Madame Dalila Nedjem, vous avez chacun. Ça marche, oui, ça marche. Voilà, donc vous présentez vos activités. On change de domaine, mais vous m'aviez dit dans les réponses que vous m'aviez faites que les enfants faisaient partie aussi de de vos publics. Oui. Alors, donc je suis Dalila Nedjem, je viens d'Algérie. En 97, à l'ouverture de l'économie de marché de mon pays, j'ai mis en place une agence de communication, et avec l'objectif de créer d'autres activités qui étaient liées à ce domaine, dont l'édition, avec comme priorité la ligne éditoriale concernant le patrimoine de l'Algérie, parce que, étant né en France, ayant vécu en France, ayant fait toutes mes études en France, ma famille réside toujours en France, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mon pays et qu'il fallait le faire découvrir à travers le livre. Donc je mets en place cette maison d'édition. Ensuite, je crée une série de librairies, donc j'essaie de mettre en place 2. Bon, j'en ai gardé qu'une parce que c'est très lourd. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'organise le Festival international de la bande dessinée d'Alger. Et donc, voilà, un petit peu ce que je fais. Donc, je fais beaucoup de formations pour les jeunes, pour les moins jeunes, dans le domaine du dessin, dans le domaine de l'écriture, le scénario. Et puis, j'organise beaucoup de concours. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le livre, c'est vaste. Alors, quand vous dites que vous faites beaucoup de formations, c'est dans quel cadre? Alors, dans la formation, déjà dans le cadre de l'édition, hein. Donc l'écriture, comment mettre en place, faire un scénario, et dans le domaine de la bande dessinée, justement tout ce qui concerne le dessin et voilà. Donc ce sont ces formations-là, c'est la formation technique. Donc c'est vos éditions qui offrent ces stages de formation
qui accueille des stagiaires, des jeunes. etc. Et je suis aussi en relation avec des personnes à l'international. Et nous faisons des échanges. Ces jeunes font des formations à l'étranger, en France, en Belgique, en Italie, et vice-versa. Donc voilà. D'accord. Et la taille de la maison d'édition, vous publiez combien de livres par an à peu près? J'ai vu que c'était des registres très différents. Il y a des beaux livres, il y a la littérature, il y a des essais. Oui. Ben, l'idée première, c'était le patrimoine. Je voulais absolument... D'abord, je ne connaissais pas mon pays, d'abord le connaître et le faire connaître. Donc, c'était les premières années, je me suis consacrée uniquement sur le patrimoine. Et ensuite, j'ai eu des demandes. Donc, vous savez qu'en Algérie, nous avons passé 10 années très difficiles de terrorisme. Terribles, oui. Voilà, les 10 années de terrorisme où tout a été détruit. Quand je dis tout, dans le domaine de la culture, dans le domaine du cinéma, dans le domaine du dessin, dans le domaine des bibliothèques, tout a été brûlé, enfin bref. Voilà, donc il fallait tout reconstruire. Et donc il y avait une demande. Et donc voilà, c'est pour cela que j'ai ouvert ma maison d'édition à d'autres thèmes, donc l'essai, le roman, l'enfance. La poésie. La poésie, c'est très difficile, c'est le parent pauvre de l'édition, donc, mais je le fais parce que nous sommes obligés d'ouvrir et de laisser de la place à la poésie. Et il y a également la bande dessinée, voilà. Donc la bande dessinée, c'est tout nouveau, ça fait 10 ans. Hein. D'accord. Et là, il y a un vrai potentiel, il y a une vraie jeunesse, il y a une vraie création, il y a une vraie relance de la bande dessinée en Algérie. C'est devenu vraiment une passion pour moi. Une vraie liberté d'expression aussi. Voilà. Publiez pas de caricatures. Ah si, quand même. Si. D'accord. Tout à l'heure, je crois que Mme Daïfa aura l'occasion d'intervenir sur ces... Vous la connaissez, je suppose. Oui, et même bien. Je l'ai honorée l'année dernière. Voilà. Mais ça sera un des grands intérêts d'une des prochaines tables rondes. Alors maintenant, Olfa Terrasse-Rambourg, parlez-nous, vous, de la fondation dont vous êtes la présidente. Je ne dis pas votre fondation, mais la fondation dont vous êtes la présidente. Voilà. Tunisie, hein, voilà. Tunisie. Drapeau rouge. Donc oui, je suis tunisienne et je suis la présidente donc, de la fondation Rambourg, qui s'appelle Rambourg du nom de mon mari, parce que c'est une fondation familiale. Donc vous pourriez dire que c'est notre fondation, oui. Mais le but, la mission de cette fondation, c'est de promouvoir et de valoriser l'éducation, l'art et la culture en Tunisie. Nous l'avons créée en 2011 parce que nous pensons que c'est absolument fondamental, essentiel, pour emmener la Tunisie là où on a envie de l'emmener. Il faut savoir que 23 ans de Ben Ali ont énormément fait de mal sur ce plan-là. Moi, je suis un pur produit de l'école tunisienne et voyant le niveau, comme le niveau a baissé, je me suis dit, s'il y a un combat à mener, il est là. Il est dans l'éducation, il est dans la culture, il est aussi dans l'histoire, dans le patrimoine, parce que nous sommes en recherche d'identité, surtout dans un pays post-révolutionnaire qui se cherche, une jeunesse qui est un peu perdue. Donc pour moi, c'est le combat que j'ai envie de mener, le combat que je mène à travers plusieurs activités de la Fondation. Peut-être que la plus emblématique, c'est l'exposition L'éveil d'une nation que nous avons organisée l'année dernière et qui a sauvé un patrimoine. Nous avons restauré un patrimoine qui appartient à l'État, qui parle de la Tunisie avant le protectorat, de 1837 à 1881, qui est une période qui est très très peu connue. Et nous avons suscité un débat, parce que c'est un débat qui n'a jamais eu lieu. Ce que je retiens de cette exposition, c'est la fierté que nous avons donnée aux Tunisiens. C'est la première fois que les textes fondateurs du pays ont été exposés. Les Tunisiens ont appris que la Tunisie a aboli l'esclavage en 1846, 2 ans avant la France. Ça me fait toujours plaisir de dire ça, je ne sais pas pourquoi. Que nous avons eu notre propre déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1857 qui donnait les droits égaux à tous les Tunisiens, quelle que soit leur religion. Y compris les femmes ? Quelle que soit la religion.
que la première constitution du monde arabe s'est faite en Tunisie en 1861. Donc ce sont des textes très importants, des textes qui ont forgé la nation tunisienne. Et c'est une exposition qui a eu énormément d'écho, pas seulement en Tunisie, mais à l'international. Nous avons eu des articles dans Le Monde, dans le New York Times, dans El País, dans pratiquement tous les grands journaux, parce que c'était un moment historique. Et c'est ce genre de moment que je veux qu'on ait de plus en plus en Tunisie. Parce que les débats après la Révolution ont été des débats de clivage. Et je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ce qui nous rassemble, bien plus que ce qui nous sépare. Et qu'il y a énormément de débats à avoir dans un pays où on n'a jamais eu l'occasion de débattre de quoi que ce soit. Je pense que la culture, pour ça, est quelque chose de très fort parce qu'elle permet de parler de sujets qui fâchent sans fâcher, vraiment. Donc, quand on met des enfants devant un tableau qui parle de l'histoire de son propre pays, on suscite pas seulement peut-être des vocations, mais on suscite un intérêt. Il y a un côté cohésion sociale qui est très important. C'était le premier partenariat public-privé en Tunisie dans le domaine de la culture. Ça a été un moment fédérateur et je pense que c'est peut-être le projet le plus important. À côté de ça, nous travaillons beaucoup dans les écoles pour justement apporter un peu plus de légèreté dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, à l'école en Tunisie, les enfants ne s'amusent pas. Et je pense que c'est très important de s'amuser en apprenant. Moi, quand j'étais à l'école en Tunisie, on s'amusait. On faisait beaucoup d'activités extrascolaires qui ont disparu depuis. Et donc, nous essayons d'introduire le cinéma, par exemple, dans les écoles, qui est un projet sur lequel je travaille avec un metteur en scène tunisien sur tout le territoire. J'ai organisé la deuxième édition du prix, donc le prix pour l'art et la culture qui récompense des artistes tunisiens, de jeunes artistes tunisiens dans 5 catégories différentes. Nous sommes en train de construire un centre culturel dans une région en Tunisie qui est une des régions les plus pauvres, qui s'appelle Jbel Samem, dans le gouvernorat de Kasserine, et qui est une région qui souffre énormément du terrorisme, parce que Jbel Samem, c'est une montagne, et il y a quelques années, des terroristes se sont installés dans cette montagne. Ils terrorisent les populations quand ils ne recrutent pas, les plus désespérés ou les plus en colère. Et l'idée de ce centre culturel, c'est de rompre l'isolement des habitants de Jbel Samem, mais aussi de leur donner un moyen de gagner leur vie sans s'aventurer dans la montagne, parce que quand ils s'aventurent dans la montagne, eh bien, ils peuvent faire de méchantes rencontres. Donc, plusieurs projets qui ont toujours le même fil conducteur, l'éducation et la culture. Bien. Écoutez, merci beaucoup. J'aurais des questions à vous poser à la suite. Alors maintenant, Karima Mpikika, pour nous parler de nouveau des enfants, mais dans une situation très particulière. Et je crois qu'ensuite, la transition avec Sophia Arkhmis sera tout à fait naturelle, puisqu'elle est à Sidi Moumen et que vous devez connaître. Oui, je connais très bien. Nous, c'est l'association Al-Karam qui a été fondée en 1997. Au début, nous avons commencé dans une petite ville, Safi, qui est une ville côtière à 140 km de Marrakech. Au début, nous avons commencé avec de petits moyens, dans un garage délabré, nous travaillions en journée. On n'avait pas les moyens d'avoir un centre d'accueil. Au fur et à mesure, il y avait tout un lobbying, c'est-à-dire les autorités, on leur a dit, écoutez, c'est pas nos enfants, ce sont les enfants de l'État marocain. Donc il y avait une maison de Pacha fermée pendant 20 ans. Donc on a fait une demande, ça a été un combat qui n'était pas facile, mais finalement nous avons pu récupérer cette maison de Pacha qui a été transformée, c'est une maison de 2,5 hectares, en maison d'accueil d'enfants en situation difficile. Donc nous agissons sur 3 domaines. D'abord en préventif, parce qu'en fait, il vaut mieux agir avant, parce que quand l'enfant est en situation difficile, c'est très dur de le faire sortir de sa difficulté. Et on a une autre option, c'est la protection, c'est-à-dire d'abord protéger ses droits, parce qu'un enfant en difficulté ne descend pas du ciel,
Il est issu d'une famille, des fois monoparentale, des fois issu d'une maman violentée, des fois abandonnée, mais il y a quand même un lien familial et c'est le rôle de l'association de renouer contact avec cette famille si elle existe ou bien avec la famille élargie. Troisième volet sur lequel nous travaillons, c'est la réhabilitation. Et ça, c'est des enfants victimes de maltraitance. Ah bon, la maltraitance, elle peut être physique, elle peut être sexuelle, elle peut être toute autre violence, mais là, c'est le juge qui les place à Al-Karam. Donc, nous travaillons sur aussi une deuxième ville, c'est-à-dire en 2004, nous avons commencé à travailler sur Marrakech, et là aussi, on a ouvert deux centres, qui sont un centre des filles et un centre des garçons. Et on s'est rendu compte, après des années, qu'en s'arrêtant à 18 ans, l'enfant est livré à lui-même. Et c'est là où on a créé un nouveau projet qui s'appelle le Centre d'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est le 18-25. Et c'est mixte comme partenariat. Nous avons des partenariats avec des centres de formation privés comme des centres de formation publics. Et c'est une formation à la carte. Et c'est un projet qui a été fait avec l'aide des autorités publiques, mais aussi avec l'aide internationale. Olfa, avec la Fondation Rambourg, qui se sont associés à notre cause. On a aussi la coopération monégasque et on a aussi le privé marocain. Parce qu'en fait, il ne faut pas se dire que ces enfants, c'est le problème des élus ou de l'État. Mais il faut que tout le monde s'approprie cette difficulté. Aussi, la majorité, c'est des garçons. Parce que les filles, bon, malheureusement, des fois où elles sont adoptées très tôt, ou à un moment, elles étaient exploitées comme petites bonnes. Mais on a mené un grand combat, et je peux sincèrement aujourd'hui en être fière, c'est que le nombre de filles qui travaillent est en vraie diminution, et surtout que l'âge a augmenté au niveau de travail de ces petites filles. Voilà. Bon, on reviendra sur deux ou trois autres questions. Bien, maintenant, on en vient à la dernière arrivée, à Sophia Akhmis, avec le Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen. Je vous laisse parler des conditions de la création de Sidi Moumen, oui, ce que ça a à voir avec ce que disait votre voisine. Alors merci, désolé du retard. Moi je représente, donc, comme vous disiez, le Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen, qui a été créé à l'initiative de deux artistes à la base, deux artistes marocains. Donc Mahi Bin, qui est artiste peintre et aussi auteur, et Nabil Ayouch, qui est cinéaste et réalisateur. Donc les deux artistes se sont rencontrés autour d'un projet artistique commun qui a démarré à travers le livre de Mahi, Les Étoiles de Sidi Moumen, qui retrace un peu l'histoire de 4 jeunes issus du quartier de Sidi Moumen, plutôt des bidonvilles de Sidi Moumen, qui ont participé aux attentats de 2003. Un peu plus sur ce bidonville. Alors, parce qu'il est très, très gros, très important. Tout à fait. Alors, à l'époque, au début des années 2000, le quartier de Sidi Moumen était essentiellement un des plus grands bidonvilles de Casablanca, une espèce de zone de non-droit, où il y avait un phénomène de terrorisme assez important et surtout d'endoctrinement radicaliste assez important qui a malheureusement causé les drames des attentats de 2003. Le 16 mai 2003, où plusieurs jeunes issus de ce quartier ont été un peu dispersés dans plusieurs sites dans la ville, des restaurants, des lieux publics, des hôtels, pour cibler des populations casablancaises, marocaines, pour essayer de, quelque part, donner un message radicaliste, mais aussi, de la part de ces jeunes, c'était une sorte de révolte. Et cette révolte-là, ou cette espèce de rejet de la société, c'est ce que ces deux artistes ont essayé de dresser ou de dessiner à travers leur travail artistique. Donc le livre qui raconte l'histoire de ces enfants qui grandissent dans un bidonville, qui grandissent dans une décharge publique et qui ne voient pas leur avenir autrement que dans cette décharge ou peut-être dans le salut de la religion, malheureusement. Ce livre, donc Les Étoiles de Sidi Moumen, a été adapté au cinéma par Nabil Ayouch, donnant lieu au film Les Chevaux de Dieu. Et au bout de 2 ans donc, de travail réalisé, de commun travail, notamment qui a impliqué beaucoup de jeunes du quartier de Sidi Moumen, parce que, surtout par rapport au film, où on sait bien que Nabil Ayouch a l'habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément acteurs, mais essaie beaucoup de s'imprégner de la réalité du terrain.
Et ce qui est particulier avec ce film, c'est que les acteurs principaux sont tous issus du quartier de Sidi Moumen. Pour la plupart, en fait, à part un seul de ces acteurs avait suivi par avant des cours d'art dramatique, mais les autres étaient tous des jeunes qui ont un peu découvert la comédie, le métier du cinéma et d'acteur à travers ce film. Donc au bout de 2 ans de travail sur le terrain et de diffusion de ces réalisations, les 2 artistes ont, disons, voulu donner un impact un peu plus fort, un peu plus concret dans le quartier, et donc laisser une trace à travers un centre culturel de proximité qui aujourd'hui porte le nom du livre, donc Les Étoiles de Sidi Moumen, et qui a trouvé naissance il y a aujourd'hui à peu près 4 ans au cœur de Sidi Moumen, dans le quartier, avec la contribution de jeunes du quartier aussi, et qui essaye aujourd'hui en tout cas de répondre à une demande de plus en plus importante, dans la mesure où on reçoit pratiquement 500 jeunes pour bénéficier de cours dans des différentes disciplines artistiques. Donc ils apprennent à s'exprimer via l'art plastique, la danse, la musique, ce qui est quelque chose de totalement nouveau pour eux. Il faut savoir qu'au Maroc, l'éducation artistique n'existe pratiquement pas, ni à l'école, ni même dans des centres sociaux, à part pour les nantis ou pour quand on en a les moyens. Donc pour des jeunes qui viennent d'un bidonville ou de quartiers vraiment défavorisés et populaires comme Sidi Moumen, c'est une vraie découverte pour eux. D'autant plus que au cours de leur cursus, donc pendant l'année, ces jeunes sont non seulement initiés, mais aussi encadrés pour réaliser des projets, pour réaliser des expositions, et donc sont aussi mis en avant avec des spectacles régulièrement qui sont mis en scène par ces jeunes-là, présentés au public de Sidi Moumen, donc à leurs parents, leurs voisins, etc., qui voient de quoi ces jeunes-là sont capables, mais aussi de plus en plus à un public un peu plus diversifié, dans la mesure où on a aujourd'hui des plateformes qui s'ouvrent à nous, telles que l'Institut français, par exemple, qui nous ouvre sa scène, d'autres instituts culturels aussi à Casablanca et à Rabat qui nous ouvrent leur scène pour pouvoir présenter les œuvres et les travaux de ces jeunes-là. Donc c'est un espèce aujourd'hui c'est un dialogue interculturel dans un même pays où une certaine cible sociale, catégorie sociale découvre ce que d'autres jeunes de leur propre pays sont capables de faire. Donc aujourd'hui, disons que le travail du centre s'articule plus dans cette espèce de dialogue et de retour permanent autour de la culture et de la création culturelle. Alors, une question, parce que ça a été abordé par les autres interlocutrices, c'est quel est le système de financement de votre centre ? Alors aujourd'hui, on bénéficie d'un soutien de la ville de Casablanca au niveau du projet à Casablanca. Après, on est sur beaucoup d'aides privées, comme l'a souligné Madame. On a le soutien de partenaires privés marocains, mais aussi d'institutions internationales, soit directement placées au Maroc, donc les instituts étrangers, les ambassades et certains partenaires aussi à l'étranger qui nous aident pour justement travailler la jeunesse au Maroc et éviter certains phénomènes, par exemple de migration ou d'autres situations qui aujourd'hui doivent être déjà traitées en amont et donc sur le terrain au niveau de la jeunesse. Alors, je saute tout de suite à une question que j'avais mis plus loin dans mon questionnaire. C'est vous racontez toutes des histoires qui sont passionnantes, mais quelles difficultés vous rencontrez ? Voilà. Quelles difficultés on reviendra ensuite sur le financement privé et les partenariats, parce que ça me semble aussi extrêmement intéressant. Mais venons-en tout de suite aux difficultés, et pas seulement les difficultés de financement, parce que je suppose que vous avez tous des problèmes de financement, mais il n'y a pas que ces problèmes-là. On va reprendre l'ordre. Oui, exactement. Alors, pour parler d'autre chose que du financement, je vais évoquer le problème des mentalités. C'est quelque chose qu'on a affronté tous les jours. Nos enfants, je parle des bénéficiaires de Gaïa, donc les porteurs de handicap, doivent assumer le regard au quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'on prend en charge pour essayer de leur apprendre à surmonter le regard. En fait, aujourd'hui, ils ont changé, ils ont acquis cette capacité de pouvoir mettre les autres à l'aise, de pouvoir être fiers de ce qu'ils sont, fiers de ce qu'ils apprennent, parce qu'ils apprennent beaucoup,
Et voilà, donc le regard, c'est quelque chose sur laquelle le regard et les mentalités, c'est un obstacle sur lequel on est en train de travailler parce que ça prend du temps de changer les mentalités. C'était très dur en 2007 de convaincre les parents de nous laisser leurs enfants, de nous laisser nous occuper d'eux, parce qu'il y avait le problème de déni, le problème d'assumer cette difficulté, d'accepter le handicap. Donc il fallait les convaincre, il fallait les attirer vers l'association. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils viennent plus facilement, mais plus que cela, ils sont devenus fiers de faire partie de ce groupe. Ils sont fiers d'être dans cette association, et ils ont demandé d'ailleurs, comme preuve qu'ils assument bien leur situation, ils ont demandé à ce qu'on change le nom de l'association. C'est pour ça qu'on a donc fait un travail pour essayer de retrouver une autre dénomination à notre structure. Et on a enlevé le mot handicap de notre enseigne parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent mettre en avant. Pour eux, leur réclamation était dans le sens où ils voulaient avoir un titre plus positif, plus prometteur. Et voilà, on a choisi le nom de Gaïa pour transmettre un petit peu leur sentiment de bien-être, leur sentiment de réconfort qu'ils éprouvent en étant chez eux à Gaïa. Voilà, donc notre nouvelle appellation Gaïa est venue à la suite d'une demande de nos propres bénéficiaires, justement pour surmonter cet obstacle qui est le regard des autres, le regard sur la différence et puis le fait d'assumer son handicap. À vous, Madame Alors, c'est des problèmes différents. Mais oui, c'est tout à fait différent. Mais dans la situation où vous êtes, ils sont un peu... Nous, c'est le savoir, donc c'est... D'abord, vous avez 10 années très noires. Alors, nous avons les 10 années de terrorisme, et puis après, il faut se reconstruire, et c'est pas facile. Et déjà, les 10 années... le regard, c'est vrai que c'était important, le regard des autres. On était considérés comme les pestiférés. Donc, on a été vraiment très, très, très seuls. Et donc, il y a un défi à lancer. Donc, moi, je dirais plus les difficultés dans le défi. Hein, donc, relever tous ces défis. L'État algérien a mis les moyens nécessaires, a mis tous les moyens nécessaires, en tout cas dans le domaine de la culture, pour justement relever ces défis. Dans le domaine de l'éducation également. Mais dans la culture, parce que c'est mon domaine et c'est celui dans lequel je travaille le plus. Donc c'est tout ce qui est édition, c'est tout ce qui est art plastique, c'est tout. Et donc là, il y a eu vraiment des gros moyens financiers qui ont été mis, et il y a eu une belle chaîne qui s'est mise en place et qui s'est créée pour justement redonner vie à la société algérienne, et pas qu'à Alger, dans toutes les villes d'Algérie, même dans le sud et l'extrême sud. C'est-à-dire mettre en place des bibliothèques, mettre en place des festivals, des théâtres, des constructions. Donc voilà. Là, c'était plutôt une construction, donc les difficultés ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes en période de crise. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est autre chose. Alors, elle se manifeste comment, cette crise? Ah ben, c'est dur. La diminution des financements. Ben maintenant, il faut chercher d'autres financements. Il ne faut plus compter sur l'État, ou bien compter, mais vraiment des portions minimes. Mais là, il faut vraiment travailler, trouver d'autres méthodes de financement et se rediversifier, mais ne pas abandonner. Et je pense que de ce côté-là, bon, c'est vraiment très, très, très difficile, mais on y arrive. Parce que la base a été construite. Voilà, la base a été construite. Mais est-ce qu'il reste encore, je dirais, des oppositions fondamentales à la culture? Est-ce que la culture a encore des ennemis? Ah bah oui, voilà. ça. Là, je vous pousse dans vos retranchements. Oui, non, ça. Là, vous pouvez parler. Mais vous savez, on a quelque chose qui est formidable chez nous. Nous avons une jeunesse formidable. Et elle est là, elle fait barrière à tout cela. Je vous assure, ils se défendent bien. Mais les difficultés de ce côté-là, c'est vrai qu'elles sont énormes. Non, mais parce que je vous dis ça parce que moi, il y a 4 ans, je suis allé donner une conférence à Sétif, et à l'université de Sétif, les étudiants arrachaient les affiches annonçant le concert de musique classique. Oui. C'est pour ça. Ah bon? Oui. Donc, dans certaines régions, c'est clair, hein, c'est clair. Mais maintenant, nous avons un festival de musique classique. Oui. Nous avons un opéra, donc les gens vont à l'opéra. Donc il y a. Oui, mais dites tout ça, c'est important.
Oui, mais il y a... comment dire? Il y a des esprits... Il y a un esprit... Oui, il y a un renouveau, mais... Oui, il y a un esprit contraire aussi. Mais ils sont... Vous savez, on y arrivera. Parce que plus on continuera, plus on imposera nos activités, plus on imposera des concerts, plus on imposera des festivals, plus on imposera des salons. Et de toutes les façons, ils finiront par bien céder. Donc, non. Il y a une défense, il y a ces rétracteurs, ils existent, mais nous, on continue à nous battre. Ça, c'est une autre bataille. Nous sommes battus pendant ces 10 années de terrorisme, et il faut voir le travail, surtout les femmes, hein, nous étions vraiment sur le terrain, et il y a quelques amis qui sont là, qui pourront vous le dire plus tard, mais là, c'est une autre bataille. Et la culture, ça les dérange. Ça les dérange. Regardez, qu'est-ce qu'on touche? Quels sont les milieux que l'on touche pour justement déstabiliser la culture, les lieux de spectacle, les écoles, les lieux de sport, là où il y a du monde, là où les gens vivent, là où les gens s'amusent. C'est là qu'on va les toucher. Donc il faut continuer à se battre. Et puis voilà. D'accord. Madame Rambourg. Les obstacles... Alors j'aimerais, avant de ça, une question que je me posais, c'est votre exposition là, sur la constitution d'une mémoire, quel débat a-t-elle suscité? Quel débat principal a-t-elle suscité? Déjà, la construction de la nation tunisienne, elle s'est construite quand? Elle s'est construite comment? Et surtout, ce qui a été très important, ce qui est ressorti de cette exposition, c'est que, et là je parle évidemment en tant que Tunisienne, c'est que les gens se sont rendus compte que le gène de la modernité, il est vraiment en nous. C'est qu'on ne l'a pas découvert il y a quelques années, il était là au 19e siècle déjà, quand on sait que voilà, l'abolition de l'esclavage, les droits égaux, l'école Satri, qui est la plus grande et l'école la plus prestigieuse, a été créée en 1875 en Tunisie, qu'on a eu une école polytechnique où on enseignait l'anglais à l'époque, déjà l'anglais, le français, l'italien, les arts, que cette nation tunisienne est une nation moderne depuis sa création, et que ça a énormément fédéré les gens, et le débat, il était là, qu'est-ce que nous sommes? D'où venons-nous et où veut-on aller? Est-ce qu'on veut continuer dans cette modernité ou est-ce qu'on veut justement rentrer dans les ténèbres? Et ça, c'était un débat qui est salutaire et qui est très important, parce que cette exposition a ouvert... D'abord, nous sommes dans une période en Tunisie qui est dure, qui est difficile, parce que nous sommes en train de construire une démocratie, que ça n'est pas facile dans le contexte actuel, et qu'on oublie souvent de se donner une petite tape dans le dos en se disant que quand même ce qu'on a accompli, c'est assez extraordinaire, parce que ça s'est quand même fait dans une certaine sérénité, ça s'est fait assez rapidement, et cette exposition a redonné confiance à tous les Tunisiens, en se disant que au 19e siècle déjà on avait accompli des choses extraordinaires et qu'on est capable de continuer dans cette voie et de faire mieux. Ce qu'on est en train de faire, moi je suis très optimiste, parce que je rejoins Madame quand elle parle de la jeunesse. Moi j'ai beaucoup à faire à la jeunesse, et c'est ma cible, ce sont les enfants et les jeunes, parce que c'est eux qui feront la Tunisie de demain. Mais aussi c'est parce que ce sont ceux qui sont encore avec lesquels on peut travailler et qui ont une soif de liberté, de culture, de savoir, de droit, d'égalité, qui est absolument extraordinaire. Et partout, dans les régions, dans des coins les plus reculés de Tunisie, je suis absolument sidérée par ce que j'entends, par ce que je vois. Et ça me donne énormément de courage pour continuer. Donc les obstacles, moi, ne viennent pas de la société civile,
Ils viennent d'où? De la bureaucratie? Moi, je travaille beaucoup avec l'État. Oui. Donc, je ne sais pas combien de temps vous avez pour que je vous parle des problèmes de l'administration en Tunisie. Mais... Pas beaucoup, mais vous parlerez aussi pour les autres. Hein. Bon, les problèmes qu'on peut avoir, je pense qu'on les a aussi en France ou ailleurs, mais de travailler avec l'administration, c'est un peu plus compliqué parce que les choses se font lentement, parce qu'on est obligé de faire des réunions qui n'en finissent pas, parce que les choses... c'est là qu'on voit la différence entre le privé et l'étatique. On n'a pas la même vitesse et on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc si j'ai des obstacles dans mon travail, ça serait plutôt de ce côté-là. Bon, rassurez-vous, nous en avons notre lot aussi ici. Et c'est peut-être aussi quelquefois un legs colonial. Hein. Non, mais c'est bien parce que je pense que... Et c'est pour ça que c'est très important et que je milite beaucoup pour qu'il y ait de plus en plus de partenariats public-privé, parce que c'est nous qui les tirons vers le haut. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Madame Kika. Alors, les obstacles, bon, écoutez... Alors, vos difficultés, vos obstacles, depuis ceux de tous les jours jusqu'à ceux de la bureaucratie. Je dirais nos difficultés il y a 20 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui. Il y a 20 ans déjà, parler d'enfants en situation difficile était tabou. Parce qu'on disait qu'on n'avait pas d'enfants en situation rue et tout. Mais actuellement, les difficultés sont autres. Parce qu'avec la digitalisation, avec Internet, avec Facebook, avec Twitter, il suffit qu'il y ait un petit souci, que ça dépend de quel angle on va attaquer ce problème-là. Et en général, on va zoomer plus sur ce qui ne va pas, sur ce qui marche. Alors les difficultés aussi que nous avons, c'est par rapport à la cohérence des politiques sectorielles. Nous avons eu une politique publique au Maroc au niveau de l'enfance, mais chacun travaille à sa manière. Vous allez dans le ministère du Travail, vous dire moi je m'occupe de jeunes en difficulté. Vous allez développement social, mais c'est comment converger ces politiques publiques. Et c'est là où il y a un peu le hic. Il y a aussi il faut aussi, nous, en tant que mouvement associatif, nous aussi, on est interpellés. Comment nous travaillons? Chacun, comment conçoit la prise en charge d'enfants? Plusieurs font de l'assistanat, d'autres se spécialisent. Aujourd'hui, chaque initiative est louable. Mais le grand problème, c'est comment avoir un impact sur cet enfant ou sur ce jeune sur lequel on travaille. Par exemple, quand nous travaillons avec les jeunes en difficulté, après avoir eu une formation, c'est la croix et la bannière pour trouver un stage, de surcroît un emploi. Parce que déjà, il est étiqueté, jeune en difficulté. C'est pour ça que des fois, on essaie que l'employeur ne sache pas qu'il a été un jour dans un orphelinat. Parce que nous, on a un centre d'accueil. C'est comme un orphelinat. Donc, on essaie au maximum qu'on ne sache pas que l'enfant est passé par Al-Karam. Un autre obstacle, c'est aussi comment pérenniser ces actions aujourd'hui. Ça a un coût, ce sont des travailleurs sociaux. C'est aussi la formation. Vous savez, ça a changé. Un éducateur spécialisé, c'est plus l'éducateur spécialisé d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est autre défi. Donc, il y a vraiment il y a les médias aussi. Même les médias, leur rôle aujourd'hui, c'est de travailler sur comment approcher cette difficulté qui est la jeunesse en grande difficulté. Il y a la radicalisation des jeunes dont ma collègue a parlé tout à l'heure. Il y a aussi aujourd'hui au Maroc, nous avons des mineurs, nous accompagnons, nous avons l'arrivée de migrants. Oui, alors ça, je voulais que vous en parliez un peu, parce que vous avez des problèmes de migrants. Et des problèmes... Moi, je dirais pas, c'est pas un problème. Aujourd'hui, nous recevons des migrants. À un moment, le Maroc était une terre de transit. Aujourd'hui, est devenu une terre d'accueil. Donc aujourd'hui, il faut adapter nos écoles. Quand l'enfant est francophone, le problème ne se pose pas. Mais quand un enfant arrive d'Afrique anglophone, on n'a pas de système scolaire adéquat. Quand c'était l'espagnol, c'est pire. Donc vraiment, aujourd'hui, la difficulté est là. Il faut qu'on s'interpelle tous. Qu'on se dise pas, c'est au Maroc de faire le travail ou c'est à l'Europe. Mais c'est le monde entier doit mettre la main dans la main pour répondre à ces difficultés. Et puis arrêtons de nous dire celui qui est responsable. Non, c'est l'autre. Aujourd'hui, la responsabilité est partagée.
Et puis il faut qu'on associe tout le monde. Il faut qu'il y ait une vraie approche participative. Parce qu'en général, des fois, des jeunes, on dit, mais on ne vous a pas demandé de penser à notre place. Moi, j'ai pas envie de faire menuiserie, tout le monde fait menuiserie. J'ai pas envie de faire broderie, toutes les Marocaines après la broderie. J'ai envie d'aller dans l'audiovisuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas le niveau bac, donc ne pourront pas aller dans des centres de formation qui demandent un niveau assez élevé. Donc, adaptons. Il faut adapter le cursus scolaire, et puis aussi, il faut essayer de travailler en amont, c'est-à-dire, par exemple, en préventif, dans les crèches, dans le préscolaire. Parce qu'un enfant qui a été en préscolaire a plus de chances de s'en sortir qu'un enfant qui est arrivé jusqu'à l'âge de 7 ans à l'école. Voilà. Très bien. Anna Harkmis. Alors, moi, j'aimerais aborder un autre niveau de problème, plus sur le terrain, en fait, auquel j'ai été confrontée au démarrage de ce projet. C'est l'image et le regard de la société civile dans des quartiers comme Sidi Moumen, pour qui, déjà, la culture, c'est un luxe, et c'est quelque chose de très secondaire, voire pas du tout important. Donc il a fallu beaucoup convaincre, d'abord avant de convaincre les populations, mais aussi les acteurs de la société civile en tant qu'association aussi à notre tour, on était aussi porteurs d'un projet de société, d'éducation, mais aussi de collaboration avec l'environnement social qui existe aujourd'hui, parce que malheureusement, on a une espèce d'esprit de concurrence en termes d'acteurs sociétaux, et je ne parle pas des institutions qui sont plus ou moins professionnalisés, qui travaillent de manière cohérente et professionnelle, donc, mais plutôt des structures associatives vraiment de proximité, donc qui touchent vraiment aux populations locales et qui ont souvent cette espèce d'envie de tirer la couverture de l'autre côté, parce que derrière il y a des intérêts politiques ou financiers à faible échelle peut-être, mais qui ont un impact malheureusement très direct avec la population, et qui jouent sur cet impact-là pour parfois saboter le travail d'associations ou de structures comme les nôtres, qui essayent d'être plus dans une transversalité et d'apporter un plus en matière d'éducation complémentaire au profit des jeunes. Est-ce que vous avez des problèmes avec la radicalisation ? C'est une question qui s'adresse à tout le monde, ici, bien sûr. Je ne pense pas que c'est un problème par rapport à la radicalisation en soi, c'est plutôt prévenir l'esprit, l'état d'esprit, parce qu'à la base, on est tous musulmans, on devient radical parce qu'on adopte une tendance de cet islam-là, et ça peut être radical de n'importe quelle autre opinion. En fait, c'est juste une espèce d'ouverture aux autres, et c'est la radicalisation à la base, c'est de s'enfermer autour de ses propres opinions. Et donc, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on essaye justement de combattre, c'est cet enfermement idéologique, en essayant justement de confronter ces jeunes et ces populations, même avec les parents, de travailler avec des moins jeunes justement, en les confrontant à d'autres cultures, d'autres formes d'expression, pour pouvoir justement essayer de débloquer certaines choses et ouvrir d'autres fenêtres et lutter d'une certaine manière contre la radicalisation. Revenons sur le même sujet. Si on pourrait dire radicalisation et politique, même si ce n'est pas forcément la radicalisation politique. La politique. En fait, tous les extrêmes sont mauvais. C'est-à-dire, aujourd'hui, que ce soit le radicalisme politique ou le radicalisme religieux, il est à bannir. Il est vrai que ces derniers moments, on reçoit de plus en plus de jeunes filles qui ont envie de se voiler. Moi, je trouve, plus on en parle de cette manière, plus on les fait aimer et faire venir d'autres personnes. Au contraire, il faut réagir autrement, c'est-à-dire en les occupant, en les sensibilisant. Mais quand il y a un vide, quand on n'a pas de maison de jeunes, quand on n'a pas de lieu où pratiquer un sport, et puis surtout, qui va vers la radicalisation? C'est la question à poser. Mais moi, je trouve que maintenant, on est en train d'assister il y a quand même une diminution par rapport à ces dernières années. Il y a 5 ans, vous allez dans un quartier, tout le monde était pratiquement en burqa. On a importé quelque chose qui n'appartient pas à nos pays. Le Maroc n'a jamais été, c'était un pays tolérant. Il y avait nos grands-mères, à la limite, c'était un petit foulard, mais c'est après aller à la Mecque, elle revenait avec un tout petit foulard. C'était pas ça. Mais aujourd'hui, sincèrement, c'est devenu à la mode. J'espère que ça va passer, mais moi je trouve qu'il faut agir autrement, pas en stigmatisant,
Parce qu'en stigmatisant ces gens-là, ils vont vivre en autarcie, ils vont vouloir se rebeller, ils vont vouloir... Donc, il faut agir autrement, et c'est ça vraiment le message que j'ai envie de véhiculer. Parce que nous avons eu, par rapport à Al-Karam, des personnes qui sont arrivées comme ça, en burqa. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elles portent même pas le foulard. Parce qu'une fois qu'elle a eu une autonomisation, elle a appris un métier, elle s'est interpellée, pourquoi ce jour-là j'ai porté ça? Donc, il faut sincèrement trouver d'autres réponses à la radicalisation. Merci. À vous, Olfa. Je suis tout à fait... Ça marche pas? Si. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a personne dans les débats qui vous a dit, mais non, on n'est pas des Tunisiens modernes, on est des Ottomans. Non. Pas du tout. Non. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter de faire une fixation là-dessus et plutôt de faire des choses pour changer ça, parce que plus on va en parler et en faire un sujet, plus les gens... c'est un moyen pour eux de revendiquer quelque chose. Donc, donnons-leur autre chose à faire que de revendiquer cet extrémisme. Et c'est ce qu'on est en train de faire, je pense, toutes par nos actions différentes. Donc, je pense que si vous donnez... j'aime pas trop parler au nom des gens, mais j'imagine que si on donne le choix à une femme entre être en burqa et être à la maison et être complètement en autarcie ou vivre une vie normale, je pense que la réponse sera assez claire de toutes ces femmes-là. Donc il faut leur donner, il faut les aider à sortir de là. Il faut parler énormément aux hommes aussi, parce qu'il y a un côté très macho qui fait qu'on met la femme dans une espèce de cage. Il y a aussi, je pense que les hommes sont des partenaires très très importants là-dedans. Je pense qu'ils ont une grande responsabilité. Et moi, je vois que les jeunes à qui je parle n'ont pas envie de ça. Personne n'a envie de ça, au fond. Mais il faut leur donner autre chose. Et c'est ça plutôt le problème. C'est où est l'autre chose? Où est l'alternative? Et c'est ce qu'il faut faire. C'est l'alternative et ce n'est pas la fixation sur le sujet qui ne fait pas avancer les choses, finalement. Madame Nedjem. Alors, bien sûr, bien entendu que je rejoins ces dames. Il y a 3 choses. L'oisiveté mène là où l'extrémisme arrive. L'école, il faut absolument, à partir de l'école, changer les mentalités. L'école, les activités sportives, alors réintégrer au niveau des écoles aussi l'instruction civique, le savoir-vivre ensemble, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de marginalisation, il y a eu beaucoup d'oisiveté, il y a eu beaucoup de mise à l'écart. Il y a eu, les réseaux sociaux sont un phénomène, c'est bien dans un sens les réseaux sociaux, mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un vrai travail à faire. Et je rejoins tout à fait ce que vous dites là, en disant il faut trouver d'autres alternatives, les occuper, il faut arrêter de leur donner de l'importance. Il faut voilà, il y a parler de choses il n'y a pas que comment vous dire, voilà, il faut les occuper, il faut occuper notre jeunesse, il faut occuper notre société, il faut valoriser la société. Je prends l'exemple, nous, en Algérie, dans des quartiers, heureusement aujourd'hui, nous sommes Alger, la ville, sans bidonville, et j'espère que toute l'Algérie sera sans bidonville. Mais la société, les gens qui vivaient dans les bidonvilles, ils étaient entassés les uns aux autres, il n'y a plus de pudeur, je veux dire, et ça a poussé... voilà, ce sont toutes ces choses-là qui ont fait que la société a changé et sont partis vers l'extrémisme. Voilà, c'est tellement dur ce que nous avons vécu que moi j'ai envie de penser à tout ce qui est positif. C'est-à-dire que tout ce qui était négatif pendant ces 10 années-là, moi je veux les transformer en choses positives en faisant des activités et en allant de l'avant. D'accord. Madame Gaïeb.
Je rejoins effectivement tout ce qui vient d'être dit, parce que nous avons, si on se retrouve ici, en fait, c'est qu'on partage effectivement des valeurs communes. On a une vision qui se rapproche réellement, même entre les différents pays, encore plus en Tunisie. Pour parler de choses concrètes, je vais peut-être parler de 2-3 actions qu'on a menées justement à Gaïa pour rapprocher ces jeunes d'un avenir prometteur, pour leur faire entrevoir quelque chose de possible, parce que ces jeunes se rabattent justement sur tout ce qui est radicalisme et obscurantisme, parce qu'il y a le vide, et la nature n'aime pas le vide, donc ils vont s'accrocher à des choses qu'on leur propose, qu'on leur montre, des choses qu'on leur présente de façon à ce qu'ils puissent l'accepter au début, avant qu'ils se rendent compte que c'est vraiment dangereux et que c'est vraiment à l'encontre de leurs valeurs et de leurs principes cultivés peut-être dans leur famille et dans leur passé, et qui leur fait changer de vie et de cap complètement. Pour parler d'exemples concrets, nous avons entamé un projet à Gaïa pour permettre aux jeunes de Sidi Thebet, qui est une zone relativement pauvre, pour leur permettre d'accéder à des disciplines artistiques afin qu'ils puissent voir autre chose, connaître, apprendre d'autres pratiques et pratiquer eux-mêmes ces disciplines. Donc on a envisagé de faire des ateliers de théâtre, de danse, de musique, et ceci en mixant en fait les enfants de Gaïa, porteurs d'handicap, aux jeunes valides de la région de Sidi Thebet. Donc ça va être l'occasion pour eux de découvrir autre chose, et aussi une façon de découvrir l'handicap. On fera d'une pierre deux coups. Ça permettra aux nôtres de leur montrer ce qu'ils savent faire, parce qu'ils pratiquent donc la céramique, la poterie, le théâtre et toutes ces disciplines depuis un certain temps. Donc ils ont développé une certaine habilité, une créativité. Ils n'ont plus peur de s'avancer, d'avancer leurs idées, de défendre des avis qui peuvent être jugés. Donc ils vont être en position de force avec ces jeunes qu'ils vont accueillir chez eux à la ferme, pour justement que la culture soit vecteur d'ouverture, soit vecteur de tolérance, et soit un lieu qui va lutter contre le radicalisme. Voilà. Alors j'aurais sûrement eu encore plusieurs autres questions à vous poser, mais vous avez dit des choses tellement intéressantes que je pense que c'est le moment de passer aux questions de la salle. Alors, est-ce qu'il y a les micros qui se déplacent, là, et que vous posiez des questions? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions? Signalez-vous pour qu'on puisse avoir 1, 2, 3. Voilà. Il y a un micro pour les... Non? Il n'y a personne? Ah, on n'a pas prévu ça? Si, elle arrive. Bon, voilà. Je crois que c'est le bon moment. Hein, de poser des questions. C'est important que vous ayez le micro pour qu'on puisse enregistrer et répondre. Hein. Signalez-vous déjà les personnes qui veulent poser des questions, s'il vous plaît. Là, il y en a 2. Il n'y en a que 2 3 4. Bon, d'accord, c'est bon. Donc ça vaut la peine de... On peut avoir un micro pour le passage des... Voilà. Donc, devant monsieur qui s'est tout de suite manifesté, essayez de poser des questions, hein, plutôt que de faire votre propre statement, hein, s'il vous plaît. On va faire les deux. On entend ou pas? Oui, ça va, on vous entend. On entend. Allez-y. Alors, moi, c'est Raïm Riziga, je suis le président de l'Agence de promotion des cultures et du voyage qui vient de fêter ses 26 ans. C'est simplement pour dire 2 choses. D'abord, je viens de faire un voyage en Algérie et je rejoins tout à fait ce que vous dites, qu'il y a vraiment un renouveau de la culture, des cultures d'Algérie, d'autant plus qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps Leïla Borsali, que tous les Algériens, je pense, connaissent. Alors, pour revenir par rapport à la décennie noire, nous sommes une nation qui venons de fêter nos 26 ans. Nous avons un petit secteur d'édition et nous avons édité le premier livre sur justement la décennie noire, l'état de la culture pendant la décennie noire. Et je souhaiterais peut-être, pourquoi pas, voir avec vous si on ne peut pas le rééditer parce qu'il est très demandé. Voilà. Alors, voilà, très bien. C'est pas une question, c'est un deal. C'est important, ça. Alors, c'est un marché. La question, justement, puisque nous, en tant qu'association, on travaille beaucoup
avec le secteur associatif, avec les associations humanitaires, avec, bien sûr, parce qu'on organise des voyages, on organise des colloques aussi, on organise des balades à Paris, connaître le monde arabe à Paris, etc. Moi, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, quelles sont vos relations intermaghrébines, notamment sur les pratiques? On vient parler à Paris, c'est bien, on peut se féliciter, et j'aimerais bien savoir s'il y a cette relation. Quelles sont les relations entre les pays? Voilà, d'accord. Ne serait-ce alors, au niveau de allez-y. leur travail. Important. D'accord. Très Merci. important. Merci. On va peut-être prendre une seconde question tout de suite. Voilà, on va les prendre plusieurs à la fois. Donc, moi, c'est une lacune que je voudrais bien combler. Oui. Bon, je commence d'abord par saluer l'expérience des étoiles de Sidi Moumen, qui, à mon sens, se place dans la vraie culture, c'est-à-dire la culture de proximité. Il y a une expérience en Tunisie qui ne risque pas d'être connue ici même en France, puisque la culture officielle n'en parle pas. C'est une expérience qui s'apparente l'expérience de Sidi Moumen, qui s'appelle Mass Art. C'est un petit garage qui s'est transformé en un centre de culture de proximité. Il est situé, il se présente sous forme d'un garage de 50 mètres carrés à peu près, mais qui, depuis quelques années, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, surtout de la part des obscurantistes et des islamistes, pour le fermer, ils ont tout fait pour le fermer, et ça, c'est le propriétaire s'appelle Salah Hamouda, qui a pu sauver des centaines, sinon des milliers de jeunes délinquants qui étaient censés devenir des terroristes ou bien des extrémistes à la rigueur, et il les a sauvés pour en faire des grands artistes, des cinéastes, des dramaturges, etc. Donc, cette expérience, malheureusement, n'est pas très connue, et je pourrais en parler pendant 2 heures, mais tout simplement, c'est pour essayer de faire la jonction entre... C'est bien indiqué, oui. Voilà. D'accord, merci. Une troisième intervention, non? Et ici, il y a madame qui voulait poser une question. On a parlé, je pense que parlez dans le micro plus. Oui. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Hela Mehdi, j'ai une association qui rassemble les enfants de Tunisie et qui travaille pour le rapprochement, etc. Donc j'ai un projet en Tunisie et je rejoins Madame Rambourg, donc Olfa. Restez proche du micro, voilà. S'il vous plaît. Et donc c'est vrai que c'est pas facile. Je suis en relation donc avec des ministres, et c'est trop lent. Et il faut retourner. J'habite à Paris, donc mon association est française, donc je suis obligée de retourner, de me battre, et c'est pas facile. Et donc excusez-moi. Oui. Et donc on a parlé de. Donc j'ai un projet en Tunisie, un projet qui touche le tourisme, la culture, l'art, etc. Et qui va apporter un plus, je pense, et dont j'aimerais... D'ailleurs, je vous ai envoyé un message, je ne sais pas si vous l'avez eu, et j'aimerais en parler avec vous, enfin, parce que j'ai besoin, mais là, pas en public, j'ai besoin de vos lumières. Voilà. Bon. Et donc la question... Donc la question. Comment trouver donc des personnes qui peuvent nous aider à financement? C'est ce que vous n'avez pas posé, vous n'avez pas répondu à cette question. Vous avez donc parlé de financement. Comment trouver ces financements pour ce genre de projet? D'accord, d'accord. Encore il y a une question ici et une autre là-bas. Donc il y a la transversalité des relations. Bonjour. Alors, on parle d'échanges entre les différents pays du Maghreb. Parlez plus dans le micro. Je constate qu'aujourd'hui est quand même absent la Libye et la Mauritanie, qui font partie du Maghreb. Donc, je voulais juste savoir pourquoi. C'est ma question. Alors, je peux pas vous. La Mauritanie, on a présenté. Je ne peux pas vous répondre au nom des organisateurs, mais je sais qu'il y a une participante libyenne très intéressante à la dernière partie du forum. Elle avait été initialement programmée pour être avec nous. Voilà. Ah oui, directement la question.
J'ai une question sur le financement. Je voudrais savoir si ces associations reçoivent de l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar et s'il y a des conditions. Non, c'est bien, c'est bien. Allez-y. Bon, alors écoutez, on va en rester là tout de suite. D'abord, non, mais ça permet de nouveau un round d'échange. Hein. Attendez, on attend là pour le. Non, on va d'abord. Vous poserez votre question, mais d'abord une réponse sur les relations, je dirais, entre pays, justement, et les collaborations. Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'étranger que vous pouvez entrer en relation, ou est-ce que... Parce que, par exemple, je sais qu'il y a un avion par jour seulement entre l'Algérie et le Maroc. Hein. Alors, je vais vous répondre... Pardon ? Non. Qu'est-ce qu'il y a qu'entre l'Algérie et le Maroc? Je n'ai pas entendu. Entre Algérie et Maroc, il n'y a pas un seul vol par jour? Pas du tout. Ah bon. Pas du tout. Non. Alors, d'abord, il y a 3 vols. Oui, voilà. Plus... D'accord. Écoutez, c'est pas là la question. Bon, allez-y. En fait, moi, je vais répondre. Est-ce que nos pratiques sont échangées entre nous, voilà. les voilà. 3 pays sur... Je dirais oui et non. Par exemple, avant, moi, je suis heureuse aujourd'hui de voir Fadel Amara qui est là, avec laquelle on avait commencé pour une vraie politique publique de l'enfance entre les pays maghrébins. Et on avait travaillé avec elle en tant que président de Ni Pute Ni Soumise dans un super programme. Et j'ai aussi ma collègue qui est là, la Tunisienne Olfa Terras, avec laquelle nous avons travaillé aussi, mais sur un financement, c'est-à-dire il y a quand même, il y a de l'échange, mais c'est pas institutionnel. Mais aujourd'hui, les pratiques, que je dirais, je crois qu'on travaille de la même manière. Parce que nous avons les mêmes coutumes, nous avons les mêmes traditions, nous avons les mêmes problèmes. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les médias, un peu, ils rajoutent un petit peu. Vous savez, nous, entre nous, les peuples, on s'entend très, très, très bien. Et je répondrai à cette question, je donnerai la parole à ma collègue. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez... Oui, non, moi, donc avec Karima, on a travaillé ensemble pendant des années et sur l'enfance, donc les enfants des rues à Marrakech. Et je travaille aussi pas mal avec des Algériens parce que Jbel Samem, dont je vous parlais tout à l'heure, est à la frontière algérienne et que c'est ils ont une tradition berbère qu'on retrouve de l'autre côté de la montagne. Donc on fait beaucoup d'échanges, notamment entre les bergers des 2 montagnes, donc qui sont très très proches de leur patrimoine, de leur culture. Et il y a à peine une semaine, j'étais à Jbel Samem avec des Algériens et des Marocains. Et donc ça se passe très bien. Et on s'entend très bien, elle a tout à fait raison. Si on nous laissait juste travailler, ça irait encore mieux. Et sans financement ni saoudien ni qatari? Voilà, c'était la question. Je crois qu'on ne va même pas répondre à la question. Non, mais en revanche, ça justifierait un rebondissement dans mes questions. C'est que une des questions que vous posez, c'est que peut la culture dans tout ça? Oui, mais moi, ce qui me frappe aussi beaucoup quand je vais dans vos pays, c'est la masse, le déluge de décervelage télévisuel qui est diffusé. Et comment la culture lutte contre ce tsunami, ce déluge de propagande, parce qu'en gros, toutes ces paraboles, ça sert à avoir des chaînes où vous avez un tiers de séries américaines expurgées, un tiers de publicité américaine et un tiers de barbus qui prêchent. Mais c'est normal, c'est ce que je dis. Non, mais allez-y. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une question d'alternative, parce que si vous me dites il y a un déluge de parce que la culture, c'est aussi quelque chose qui est diffusé par la télévision, même si c'est de la non-culture. Oui, mais s'il n'y a que ça, voilà. Comment vous pouvez dire aux gens ne regardez pas ça, mais je vous donne rien en échange? C'est ça le cœur du problème. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et d'ailleurs, je connais très bien l'association Massart que je trouve extraordinaire. Donc vous avez bien raison d'en parler, parce que la culture de proximité, et surtout dans des quartiers où il y a un danger
c'est extrêmement important. C'est pour ça, notamment, que je suis allée à Jebel Samema, qui est quand même le cœur même de la lutte contre le terrorisme, parce que là, il y a carrément un camp de djihadistes qui a truffé la montagne de mines antipersonnelles et qui descend assez régulièrement terroriser les gens ou les recruter. Donc je suis absolument d'accord avec vous, mais le fond du problème, c'est l'alternative. Et c'est pour ça qu'il faut offrir aux gens autre chose que les prédicateurs à la télé, autre chose que l'enfermement, le repli sur soi. Et c'est pour ça qu'il faut démultiplier toutes ces initiatives. C'est pas la peine de faire de très grands projets tout le temps, mais des petits projets partout pour donner un peu une bouffée d'air frais aux gens. Parce que les gens, que voulez-vous qu'ils fassent? On peut pas. C'est comme le problème des écoles coraniques. Il y a eu, après la révolution en Tunisie, et justement à cause de toutes ces associations qui sont... il y a eu pas mal d'associations qui sont financées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc Madame soulève un problème. La question a été... Ça a fait rire tout le monde, mais en fait, c'est pas si drôle que ça, parce que c'est la vérité, ça existe. Il y en a énormément qui ont été financés par ces pays-là, et on a vu tout d'un coup des écoles coraniques poussées partout en Tunisie. Et lorsque j'en ai parlé à la ministre de la Femme et de l'Enfance à l'époque, elle m'a dit, mais le problème, c'est que les parents me disent, oui, mais qu'est-ce que j'ai si je le sors de là, je le mets où? Je le mets où? Et donc, c'est toujours ce même mot que je répète. L'alternative, c'est quoi? Il faut la créer aujourd'hui. C'est ça, notre combat. Cette alternative. On prend la question suivante, ou si vous voulez... Oui, là-bas, madame, allez-y. Oui, j'en ai pas pour longtemps, moi. Je voulais juste savoir, concrètement, parce qu'on célèbre un peu les femmes aujourd'hui, les femmes du Maghreb, qui aident au vivre ensemble en créant de nouvelles solutions. Mais concrètement, où se situe votre différence dans l'action, hein, bien sûr, je parle de l'action, sur le terrain? Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement parce que vous êtes des femmes, ou est-ce que c'est le contraire parfois? Enfin, comment travaillez-vous? Voilà. Voilà, c'est clair et vous pouvez toutes répondre. Pour notre part, ce qui fait que ça se déclenche, c'est notre persévérance, c'est notre conviction, c'est la part de rêve dans laquelle on croit. Il y a des projets qu'on a soutenus sans avoir de financement, sans avoir d'appui pendant 2-3 ans, mais au bout du compte, finalement, on y arrive quand même parce que le projet se structure, on va vers les bonnes personnes, on trouve des gens qui écoutent. Il fallait juste attendre le bon moment pour... voilà. Et je pense que c'est la persévérance et la part du rêve qui est à cultiver. Non, pareil. Je pense que s'il y a la passion nécessaire, la question du genre ne se pose pas. Oui. Je confirme ce que vous dites. C'est pas parce que nous sommes des femmes ou qu'on réussit mieux, non. La bataille est la même. Hein. Je pense que là, il ne faut pas faire de différence. Et c'est vrai, la persévérance, le fait de croire en ce qu'on fait, en ce qu'on veut réaliser. Quand on y croit fermement, on arrive et on aboutit généralement à réaliser tous nos projets. Même s'il y a si on se, passez-moi l'expression, on se casse la figure, mais on se relève et on continue. Voilà. Autre question? Encore, madame? Oui. Bonjour à tous. Naïma Korchi, je suis franco-marocaine et je suis la présidente du Forum des femmes africaines. Donc aussi pour rappeler au Maghreb que nous sommes aussi des Africaines. Donc, je suis contente de voir le Maghreb uni par les femmes, parce qu'on ne le voit pas souvent. Je regrette comme madame qu'il n'y ait pas les Mauritaniennes, parce que les Mauritaniennes sont aussi très actives dans la société civile. Et la question que je voulais savoir... Justement, la société civile est maintenant un vecteur d'unité aussi du Maghreb, donc ça serait bien aussi d'unifier les expériences pour qu'on puisse, comme je suis juriste à la base, qu'on puisse avoir des politiques maghrébines communes, notamment dans la politique par exemple, sur la protection de l'enfance. Comme on a parlé beaucoup de radicalisation, je voudrais apporter ma propre expérience personnelle. En tant que juriste, je fais des formations justement sur les femmes, la sécurité et le terrorisme. Et dans ce domaine-là, madame, les femmes ont un impact très positif dans la prévention et dans la prévention, et notamment par la sensibilisation des enfants. Le 8 mars à Sfax, j'ai animé une conférence sur les femmes arabes face au terrorisme. Et dans ce domaine-là, les femmes, oui, elles ont une façon différente et des fois même plus positive et plus directe, parce que c'est d'abord les mamans qui sont proches des enfants.
Donc ce domaine-là, quand j'ai commencé ces formations au Maghreb, on m'a dit mais on n'est pas, pourquoi aborder les femmes et la sécurité et les conflits, parce que ça résiste souvent aux pays où il y a des guerres, mais dans ce domaine-là aussi, il faut renforcer le rôle des femmes dans les milieux sécuritaires. Donc comme on a parlé de radicalisation, je voulais souligner justement le rôle positif des femmes dans la prévention justement de la radicalisation. Voilà. Bien, bah écoutez, je pense que Madame, vous venez de faire la conclusion. Et je vous en remercie beaucoup. Vous avez relié tous les fils. On va remercier nos intervenantes parce qu'elles ont été vraiment passionnantes. Et moi, le premier, j'ai été très heureux d'assister à ce débat. Voilà, merci beaucoup.